Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. La pluie ne t'a pas un peu embêté? Non. J'ai pu trouver un moyen de transport rapide pour arriver ici. Alors, l'actualité internationale aujourd'hui, c'est jeudi, on a le brin d'histoire. On va combien d'années en arrière? On va à peine un siècle, 106 ans en arrière, le 26 octobre 1917, pour parler de la prise de pouvoir de Lénine, celui qui est considéré comme le père de la révolution russe. Mais finalement, Staline, lui, il est considéré comme quoi en fait? Qui est ça? Staline. Oui. Staline, c'était, si tu veux, le successeur de Lénine. Lui va arriver au pouvoir en 1925. Donc, après Lénine, c'est Lénine qui vient avant Staline. Oui, c'est Lénine qui vient avant Staline. C'était le mentor, si tu veux, politique de Staline, même si à la fin de sa vie, bon, il faut savoir que Lénine est mort quand même jeune, hein, il avait 53 ans. Et dans son testament politique... Il n'avait que 53 ans. Oui, il n'avait que 53 ans. Et il a marqué l'histoire. Oui, énormément. Et on va un peu en parler. Dans les dernières semaines de sa vie, dans les derniers jours, dans son testament politique, il ne voulait pas que Staline prenne le pouvoir parce qu'il estimait que Staline était trop violent et que cette violence-là risquait d'être préjudiciable, si tu veux, à la révolution et au communisme. Et il avait parfaitement raison parce que, évidemment, Staline est accusé d'être responsable de plusieurs milliers, voire millions de morts durant son long règne en Russie. Et évidemment, il souhaitait plutôt que ce soit celui qui était le rival de Staline à l'époque, qui s'appelait Trotsky, qui est le fondateur de l'armée rouge, l'armée russe. Lénine aurait plutôt souhaité que ce soit Trotsky qui prenne le pouvoir parce qu'il trouvait que Trotsky était plus mesuré, était plus pragmatique. D'accord. Mais il a quand même créé l'armée rouge, quoi. Oui, il était plus... C'est paradoxal. Voilà, et que idéologiquement, il correspondait mieux à sa vision pour lui de l'avenir. Et donc, à partir de là, malheureusement pour Trotsky, Staline, lui, il va prendre le pouvoir un peu par la force. Et il va donc éjecter Trotsky. Et il va s'emparer du pouvoir dès 1925 et le garder jusqu'à sa mort en 1953. Wow. Voilà. Il a mis du temps à Staline. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est que le 26 octobre 1917, en fait, c'est le jour où Lénine a accédé au pouvoir en Russie. Il faut savoir qu'en 1917, on est en pleine Première Guerre mondiale. La Russie est quand même assez exsangue. Hein, et depuis déjà plusieurs années, la Russie, qui est une puissance encore militaire de portée mondiale, est quand même en état de déliquescence. Et ça depuis plusieurs années. Le premier coup véritablement... qui va mettre en évidence des problèmes internes à la Russie, notamment sur la capacité de son armée et la capacité de son économie et la puissance, même tout ce qui constitue des attributs de puissance, c'est à partir de 1905. Il faut savoir que la Russie va être le premier pays d'Europe à avoir été battu par un pays tiers, c'est-à-dire un pays non européen. Et les Russes avaient été battus par le Japon, notamment en Chine, parce qu'il faut savoir que la Russie voulait conquérir des territoires, notamment en Chine et en Corée. Il voulait s'accaparer de la Corée et de la partie de la Chine qu'on appelle la Mandchourie. Et donc, à partir de là, donc, il faut savoir qu'on est en pleine période de colonisation. Donc, l'Empire tsar, qui n'avait pas, lors de la conférence de Berlin en 1885, obtenu par exemple des territoires sur le continent africain, elle a donc décidé que puisque l'Afrique avait déjà été partagée entre d'autres puissances, elle va donc décider d'essayer d'aller conquérir des territoires du côté de l'Asie. Et donc la Chine à l'époque était exactement le bon filon en quelque sorte, puisque l'empire chinois aussi, l'empereur venait de s'effondrer, la Chine était traversée par une guerre civile et donc la Chine connaissait une période d'instabilité qui était aussi alimentée par les autres puissances occidentales qui voulaient faire la même chose que la Russie. Et donc là-bas, elle va malheureusement être confrontée à une autre puissance régionale qui est le Japon aussi qui commençait son industrialisation et comme la plupart des pays européens avait besoin
d'accéder à des matières premières, avait besoin aussi de territoires pour lesquels qui constitueraient des débouchés économiques pour elle. Et donc, les intérêts japonais et ceux de la Russie se sont confrontés en Chine. Et donc, il va y avoir une guerre qui ne va pas mettre du temps et qui va être remportée par les Japonais. À partir de là, le Japon va faire son entrée dans le club très fermé des grandes puissances du monde, puisqu'elle aura prouvé qu'elle était en capacité de s'opposer à notamment une puissance, en l'occurrence la puissance russe. Et cette défaite-là va avoir de terribles conséquences en Russie. Parce que pour la première fois, il faut savoir que le tsar à l'époque Nicolas III va être obligé de céder une partie de son pouvoir, notamment sous la pression du premier ministre de l'époque qui s'appelait Stolypine. Et donc après 1905, si tu veux, le monarque russe, donc le tsar qui concentrait tous les pouvoirs, à partir de 1905, il va décider de laisser un peu de l'Est, de partager le pouvoir en quelque sorte avec le Premier ministre. Et donc, pendant la reprise du pouvoir avec Stolypine, il va notamment aussi, grâce aux aides, notamment aux emprunts français, parce que la France va énormément aider la Russie sur un plan financier, la Russie va plus ou moins se redresser. Donc, il y avait de bons résultats économiques, mais grosso modo, la situation n'était pas vraiment très très bonne. Et puis de l'autre côté, il y avait aussi que les opposants, notamment au tsar, qui vivaient en exil, vont commencer à s'organiser pour essayer de reprendre le pouvoir. Maintenant, il y avait plusieurs visions, et donc parmi ces visions, il y avait celle d'un exilé russe qui vivait à Genève, qui s'appelait Vladimir Ilitch Ulyanov, qui lui va décider de prendre le nom révolutionnaire de Lénine. Lui, il était exilé à Genève. Pourquoi ? Parce que il faut savoir déjà qu'il est né en 1870 à Simbrisk. C'est une petite ville située à 705 km au sud-est de Moscou, sur les bords du fleuve qu'on appelle la Volga, l'un des plus grands fleuves russes. Et donc, lui, Lénine, il est issu d'une famille de la classe moyenne russe. Pourquoi ? Parce que son père était quand même inspecteur des écoles, même si sa mère était femme au foyer. Et il est issu d'un milieu quand même à l'époque qui était relativement aisé puisque le papa était fonctionnaire, mais évidemment si tu veux son univers, si tu veux, cette famille va être fortement traumatisée parce que en 1887 le fils aîné, le grand frère donc de Lénine qui s'appelait Alexandre, le grand frère de Lénine qui s'appelait Alexandre, va être lui condamné en 1887 pour avoir participé à un complot qui visait à tuer le tsar Alexandre II. Et donc à partir de là, le jeune Alexandre, qui est le grand frère de Lénine, qui était âgé de 20 ans, cette mort brutale va véritablement perturber la famille et ça va être à l'origine, si tu veux, de l'engagement politique de Lénine. Donc, par la suite, quand il va arriver à l'université, notamment à l'université de Kazan, il va suivre des cours de droit et à partir de là, il va commencer aussi à fréquenter, si tu veux, les milieux politiques de l'époque et rapidement, il va être lui aussi accusé de fomenter des actions contre le pouvoir impérial. Il sera par la suite expulsé de l'université de Kazan et donc ensuite il ira à Saint-Pétersbourg qui était la capitale de la Russie tsarine en 1891 et là-bas quand même il va continuer ses études, il va parvenir à obtenir son diplôme d'avocat et il va ouvrir un cabinet pour venir en aide aux prolétaires, donc aux ouvriers qui étaient nombreux, notamment autour des grands centres industriels. Et donc à partir de 1895, il va même fonder celui qui est considéré comme le premier journal justement de la classe ouvrière, qui s'appelle il va fonder le premier parti qui est considéré comme le premier parti politique communiste au monde, qu'il va appeler l'Union des luttes pour la libération de la classe ouvrière. Et donc, à partir de là, il va commencer véritablement son activisme en tant qu'homme politique et malheureusement pour lui, en décembre 1896, il sera arrêté et condamné à 3 années d'exil en Sibérie et c'est pendant cette période qu'il va épouser, notamment en 1898, une militante révolutionnaire qu'il va croiser là-bas qui s'appelait Nadezhda Koupskaya. Avec elle, évidemment, il va
entamer la longue marche qui va lui permettre d'arriver quelques années plus tard, en 1917, au pouvoir. Et durant son exil en Sibérie, il va énormément écrire parce que c'était quelqu'un qui écrivait. La Sibérie, c'est la zone la plus froide de Russie. Oui. Et donc là-bas, il va, quand il fait froid, vous êtes tout le temps enfermé, et donc ça lui laisse du temps pour écrire. Là-bas, il va écrire un ouvrage qui est considéré comme l'un des plus importants et qu'il a écrit au cours de sa carrière, qui s'intitulait « Le développement du capitalisme en Russie ». Dans ce livre-là, il expliquait un peu sa vision de ce que devrait être le communisme en Russie. Et là, il va aussi s'opposer un peu à la vision de Marx. Parce qu'il faut savoir que Marx, lui, se reconnaissait dans un point, c'est-à-dire que le communisme, le capitalisme n'est pas bon. Marx, tu parles de Karl Marx. Oui, Karl Marx, qui va énormément influencer, parce que si tu veux, la doctrine politique de Lénine s'inspire de Marx, même s'il y a des différences par la suite sur la manière justement de mettre en pratique le communisme. Si Marx et lui se rejoignent sur un point, c'est qu'il faut combattre le capitalisme. Le capitalisme est un mal. Et ce mal-là, évidemment, ne peut être remporté que par le fait que le pouvoir qui est aux mains des capitalistes soit ensuite transféré aux classes ouvrières et aux classes paysannes. Mais pour Lénine, lui, il ne veut absolument pas que ce soit les classes ouvrières, qu'il y ait une jonction entre les classes moyennes et les classes ouvrières, parce que pour Lénine, il estime que les classes moyennes sont un peu les complices du capitalisme, puisque les classes moyennes sont celles qui, d'une manière ou d'une autre, gèrent l'administration et autres, et donc qui ont donc des liens avec les classes capitalistes et bourgeoises. Lui, il veut un transfert total du pouvoir entre les mains des classes paysannes et des classes ouvrières. Et ce sont les paysans, les ouvriers qui devraient, eux, être les artisans véritablement du communisme, qui devraient être les détenteurs du pouvoir, parce que ce sont eux qui sont véritablement à même de pouvoir appliquer le communisme. Donc ça, c'est véritablement la petite différence entre les deux. Et à partir de là, il va, une fois de plus, lorsqu'il va mettre, quand il va revenir de son exil en Sibérie, il va donc décider de quitter la Russie. Et donc, il va une première fois s'installer à Londres, puis il ira à Munich en Allemagne, où sa femme en fait, a des arrière-grands-parents allemands. Et après, ils quitteront l'Allemagne pour s'installer directement à Genève en Suisse, et là-bas il va créer un premier journal qui va appeler l'Iska, ce qui signifie l'étincelle en russe, et là on est en 1900. Et puis à partir de là, il va en quelque sorte attendre. Il va bien entendu continuer à écrire, il va beaucoup écrire pour essayer d'influencer les prolétaires ou les ouvriers qui sont en Russie. Il va devenir l'un des principaux opposants à l'empire tsariste. Et au fond de lui, Lénine, et là où il s'oppose un peu à quelques autres leaders de l'opposition russe qui vivaient à l'étranger, c'est que Lénine croit fermement à la révolution. Pour lui, l'empire tsariste ne pourra s'effondrer qu'en cas de révolution, en cas de guerre. Et seule une guerre peut entraîner la révolution. C'est la raison pour laquelle, lorsque, évidemment, en 1914, le tsar Nicolas II va déclarer la guerre à l'Allemagne, pour Lénine, c'est une très bonne nouvelle. Même si derrière, il va d'abord se cacher derrière un nationalisme, c'est-à-dire soutenir le tsar pour évidemment défendre la patrie russe, mais au fond de lui, il savait que cette guerre-là pouvait être le moyen de déclencher ensuite une révolution à l'intérieur qui allait permettre l'effondrement de l'empire tsariste. Et donc à partir de là, il va commencer à secrètement aussi essayer de négocier comment est-ce qu'il pouvait faire tomber, si tu veux, le système de l'intérieur. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nouer des contacts avec l'Allemagne, qui était quand même l'ennemi de la Russie à l'époque. Et grâce à l'Allemagne, il va obtenir, si tu veux, un soutien matériel et financier pour pouvoir clandestinement partir de Genève pour arriver en Russie. Et donc, ça va être un long périple. On quitte la Suisse, on traverse toute l'Allemagne, on arrive en Suède, la Suède, on fait la Finlande qui a une frontière avec la Russie, ensuite, on traverse et il arrive en Russie. Et il fait tout ce long trajet, par train et dans des conditions parfois extrêmement difficiles, parce que les Allemands avaient réservé
deux wagons de train pour Lénine et son équipe. Il avait à peu près une trentaine de personnes avec lui. À côté en plus de Lénine et de ses amis, il y avait aussi des soldats allemands qui devaient absolument s'assurer que personne ne sache que c'était des Russes qu'ils transportaient, surtout lors du passage durant tout le territoire allemand. Et cette période, ce trajet-là va être particulièrement difficile parce qu'ils étaient dans un wagon où toutes les ouvertures étaient hermétiquement fermées. Ils n'avaient pas le droit de sortir. Le seul endroit où ils avaient le droit d'aller durant le trajet, c'était aller aux toilettes, qui était le seul espace commun. Et donc, ça va être quelque chose d'extrêmement éprouvant. Mais il finira en janvier 1917 à arriver en Russie. À partir de là, évidemment, les choses vont s'enchaîner. La débâcle russe du fait que les mauvais résultats militaires avec l'effondrement de, si tu veux, l'industrie russe et l'économie russe va pousser Kerensky véritablement à demander à Nicolas II d'abandonner le pouvoir. Et lorsque Nicolas II abdique en juillet 1917, là, Lénine sent qu'il y a véritablement une opportunité. L'Empire est en train de s'effondrer et la révolution peut donc se mettre en marche. Et c'est la raison pour laquelle il va négocier avec les Allemands pour pouvoir entrer en Russie. Mais lorsque d'autres opposants vont savoir que ce sont les Allemands qui emmenaient Lénine en Russie, ça va créer du grabuge parce certains vont même le considérer comme étant un traître. Mais Lénine avait véritablement cette intuition-là qui lui disait que là, il y avait quelque chose qui se passait et sur lequel il pouvait jouer. Il y avait l'histoire qui était en marche et donc il devait absolument se trouver en Russie au moment où l'histoire devait se mettre en marche. Et donc il va, quitte à négocier avec le diable, faire cette négociation-là pour arriver en Russie. Mais pourquoi les Allemands, eux, à l'époque, ont accepté que de financer le voyage de Lénine? Parce qu'ils savaient aussi que Lénine étant un révolutionnaire, la Russie connaissant une phase de déstabilisation, donc le fait qu'on envoie un révolutionnaire comme Lénine en Russie, ça devait accélérer la déstabilisation et l'effondrement de la Russie. Et donc, ça devait permettre à l'Allemagne de remporter la guerre sur la Russie. Malheureusement, pour eux, ils avaient fait un mauvais calcul. C'est vrai que d'un point de vue stratégique, ça a entraîné l'effondrement de l'Empire tsariste, mais ça a aussi entraîné l'effondrement de l'Empire prusse de Guillaume II. Donc, une fois qu'il va arriver, il va s'opposer à Kerensky, et donc à Kerensky qui, lui, était pour la mise en place d'une république. Lui, il va s'opposer à la mise en place d'une république capitaliste, en quelque sorte. Lui, il va demander la mise en place d'un régime communiste, et à partir de là même, il va prendre le pouvoir et il va faire rédiger une première constitution, et à partir de là, de cette première constitution-là, il va véritablement prendre le pouvoir. Et donc, il va créer la constitution des partis, de l'Union des républiques bolcheviques de Russie. Et donc, à partir de là, on est en septembre 1917, et donc à partir de là, Kerensky va perdre le pouvoir puisqu'il va y avoir une guerre civile qui va s'installer, et là véritablement les bolcheviks vont l'emporter sur les tenants de la bourgeoisie capitaliste. Et à partir de là, bien entendu, les choses vont s'accélérer pour lui. Il va rédiger donc cette première constitution, et il va être porté à la tête du parti communiste russe, et de facto il va devenir président du plus grand pays d'Europe, et donc il va être porté à la tête de la Russie. Merci Jean-Paul pour le brin d'histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.